All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated for voix va. L'audience est ouverte. Bonjour à toutes et à tous. Madame la greffière d'audience, veuillez annoncer l'affaire, s'il vous plaît. La greffière d'audience, bonjour Monsieur le Président, Mesdames les juges, la situation en République du Mali, affaire le procureur contre Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, référence de l'affaire ICC 0112-0118. Je vous rappelle que nous sommes en audience publique. Merci beaucoup, Madame la greffière. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont présents dans cette salle d'audience, naturellement à M. Alassane, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous suivent depuis la galerie du public et à ceux qui nous suivent au loin. Comme d'habitude, avant de poursuivre, je vais demander aux parties et aux participants de se présenter, en commençant naturellement avec le bureau du procureur. Je vois Monsieur le procureur adjoint. Je vous salue, Monsieur le procureur. Merci Veuillez beaucoup. présenter les membres de votre équipe et vous présenter vous-même, s'il vous plaît, pour le procès verbal. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Le bureau du procureur aujourd'hui est représenté par Yanogo Penwenge, qui est une professionnelle en visite, Caroline Leroy, assistante chargée de soutien au procès, Sandra Squatters, assistant du substitut du procureur, Yayoi Yamaguchi, qui fait fonction de substitut du procureur, Marie-Jeanne Sardakchi, qui est substitut du procureur, M. Lucio Garcia, substitut du procureur, le premier substitut, Gilles Duterte, qui vous est familier, et moi-même, Maman Diaignan, procureur adjoint. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. Au nom de la Chambre, je vous remercie encore une fois et je salue votre présence ici dans cette salle. Je me tourne maintenant vers la défense. Je vois Maître Taylor. Maître Taylor, veuillez vous présenter, ainsi que le membre de votre équipe, s'il vous plaît. Maître Taylor, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames les juges, bonjour à toutes et à tous dans le prétoire et à l'extérieur. L'équipe de la défense de Monsieur Alassane est représentée aujourd'hui à ma gauche par Dr Felicity Thierry, Maître Alka Pradhan, Maître Mélissa Beaulieu-Lucier, Maître Mohamed Youssef, Maître Leila Habid, Professeur Mohamed Badar, Monsieur Maloud Al-Ansari, Kelsey Ryan et Madame Brianna Dyer. Je tiens également à remercier tous les membres de la défense, passés et présents, qui suivent cette audience, aussi bien dans le prétoire qu'à l'extérieur du prétoire ou à distance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Taylor. Au nom de la Chambre, encore une fois, je vous salue. Et évidemment, je souhaite la bienvenue à votre équipe qui, aujourd'hui, est bien renforcée. Alors, enfin, je me tourne vers les représentants légaux des victimes. Je ne sais pas si c'est Maître Ncita qui va introduire l'équipe. Maître, oui, voilà. Allez-y, s'il vous plaît, Maître. Oui, bonjour, Monsieur le juge président, honorable Mesdames les juges. Les victimes sont représentées à cette audience de plaidoirie finale par Madame Priske Dipanga Bieke, par Monsieur Andrés Felipe Morales,
par Madame ou Maître Gilly Goffin, par Maître Mayombo Kassongo, et sur le terrain, il y a la participation de notre assistant de terrain qui est M. Maïga Boubacar. Et nous serons rejoints, je ne connais pas les circonstances, mais nous serons rejoints par mon cher et estimé confrère, Maître Sédou Doumbia, et par moi-même, Maître Fidèle Sitalouvenguika. Quand Maître Sédou sera là, nous aviserons la Chambre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Sita. Encore une fois, je vous salue et je salue votre équipe présente dans la salle, ainsi que celle qui est au loin. Je vois, il y a Maître Maïga qui est là, et j'espère évidemment que Maître Doumbia va nous rejoindre dans le meilleur délai. Merci. Alors, aujourd'hui, et d'ailleurs les 2 jours qui vont suivre, ce sont des journées très importantes pour nous, parce qu'il s'agit des conclusions finales des partis et participants. J'espère que dans ces conclusions finales, les partis et les participants vont se focaliser sur le point le plus important, étant entendu que la Chambre a reçu déjà les conclusions écrites. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur le procureur adjoint pour les conclusions finales du bureau du procureur. Monsieur le procureur, vous avez le temps de vous installer. Hein, prenez le temps de vous organiser. Encore une fois, merci encore, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Je voudrais d'abord commencer par réparer un petit oubli au niveau de la représentation de notre équipe, parce que Madame Diane Lupin, certainement qui vous est familière pour avoir participé à la conduite du procès, j'ai omis de la mentionner tout à l'heure, mais je voudrais vous souligner qu'un peu plus tard, elle se joindra à notre équipe. Et il me semblait important de le souligner au regard du rôle qu'elle a joué dans ce procès. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. C'est évident. Et puis, il faut que ça soit mentionné au procès verbal. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de me donner la parole, de m'offrir cette occasion de m'adresser à vous, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Bien entendu, j'ai à mes côtés les substituts qui ont eu à connaître du procès depuis le début, et c'est certainement d'eux que vous entendrez, surtout la substance de nos conclusions. M. Gilles Tutret va vous mener à travers la version résumée à laquelle vous nous avez invités. Et je tiens à vous souligner que même le temps gracieux que vous nous avez accordé, nous n'entendons pas l'utiliser jusqu'au bout. Parce que nous sommes conscients effectivement que vous avez déjà le bénéfice de nos conclusions écrites. Ceci dit, je ne voudrais pas rater cette occasion, Monsieur le Président, Mesdames les juges, pour sacrifier à une sorte de rituel, c'est-à-dire prendre cette occasion solennelle pour d'abord procéder à quelques remerciements. Et à ce titre, j'ai une pensée déjà pour les autorités maliennes, donc, qui vraiment depuis le début de cette affaire ont beaucoup assisté le bureau du procureur, y compris dans la collecte des preuves et toute autre forme d'assistance. Et aux autorités maliennes, je voudrais aussi ajouter tous les autres États qui nous ont beaucoup aidés pour la facilitation de notre mission. Et à ce titre, je voudrais aussi reconnaître les Nations Unies et les organisations de la société civile, donc, qui également nous ont beaucoup aidés à travers tout le temps que ce procès aura duré, y compris avec sa préparation. Revenons maintenant sur ce qui est le focus de cette audience d'aujourd'hui.
tout en étant bref, je voudrais souligner au moins une chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est que dans cette affaire qui nous occupe aujourd'hui, je voudrais solennellement dire et redire que la religion n'est pas en procès ici. La religion n'est pas en procès ici. L'islam n'est pas en procès ici. Il est vrai, cependant, qu'on peut se servir de la religion. On peut se servir de toute religion comme fond idéologique, comme prétendue justification de la bonne conscience pour perpétrer des crimes de masse. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que quand c'est le cas, quand on veut se servir pour une telle cause de la religion, on ne peut pas, la religion ne devrait pas servir de bouclier, d'obstacle aux poursuites et à la sanction. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui ici. Il s'agit d'un cas patent de persécution où deux groupes armés, Ansar Dine et Hakim, ont imposé à la population de Tombouctou, par la force, la violence et la menace, des règles et interdits qu'elle n'avait jamais connus auparavant. Vous entendrez le premier substitut Duterte qui vous parlera de l'importance de l'accusé Al-Hassan au sein de la police islamique et du rôle joué par cet organe dans la persécution de la population de Tombouctou. Il sera question, entre autres, des crimes de viol et de mariage forcé qui ont été commis contre les femmes et les filles de Tombouctou et des flagellations publiques ou amputations pour ceux qui n'obéissaient pas aux nouvelles règles et interdits imposés par Ansar Dine et Hakim. Le premier substitut du traître vous citera les extraits pertinents des témoins phares de l'accusation. Il vous montrera aussi des documents écrits et signés par Alassane lui-même, ainsi que des vidéos clés du commissaire Alassane en pleine action, participant à des crimes. En somme, Monsieur le Président, Mesdames les juges, après 186 jours d'audience, durant lesquels le bureau du procureur a fait appel à 71 témoins, dont je crois au moins une cinquantaine viva voce ici, et déposé 12 397 documents dans le dossier, l'ensemble de la preuve démontre la culpabilité de l'accusé, au-delà de tout doute raisonnable, pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour lesquels il est poursuivi, que ce soit les crimes de torture, de traitement cruel, d'autres actes inhumains et atteinte à la dignité de la personne, de mutilation, de condamnation prononcée par un tribunal irrégulièrement constitué, les mariages forcés en tant qu'autres actes inhumains et crimes connexes de viol et d'esclavage sexuel, ainsi que les viols en détention, les attaques dirigées contre des monuments historiques et bâtiments consacrés à la religion et enfin, plus généralement, le crime de persécution pour des motifs religieux et ou sexistes. Enfin, ce que je voudrais souligner, c'est que la preuve démontre à suffisance que la contrainte ou l'état de nécessité qui semble être invoqué comme système de défense, que ça ne peut pas prospérer aujourd'hui ici, dans cette affaire. Et qu'il s'agit plutôt d'une participation volontaire, voire même enthousiaste, et peut-être même jubilatoire, dans une activité criminelle qu'on a voulu revêtir
des habits de la rigueur religieuse. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames les juges, les quelques mots que je tenais à vous offrir comme introduction avant de passer la parole au premier substitut, M. Jules Dutertre. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. Alors évidemment, la Chambre est prête à entendre M. Dutertre. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames les juges. Je vous demande une petite seconde pour procéder à de l'installation et je suis à vous. Merci Monsieur le procureur. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Allez-y, Monsieur Dutertre. Merci Monsieur le Président. J'en profite pour saluer moi-même l'ensemble de mes contradicteurs et confrères présents dans la salle et le public dans la galerie ainsi qu'à l'étranger et notamment au Mali. Et je rassure la Chambre, je pense que j'aurai fini au cours de la deuxième session, tout dépendamment de mon rythme de parole dont les traducteurs sont habitués à ce qu'il soit assez rapide. Monsieur le Président, Mesdames les juges, nous sommes le 7 novembre 2012 à Tombouctou, dans les locaux de la police islamique créés par Ansar Dine et AQMI pour imposer par la force leur vision idéologique et religieuse. Et plus précisément, on est à l'intérieur du gouvernorat. Alassane est assis à un grand bureau plaqué en bois. Il a une allure détendue. Il donne une interview. Il est interrogé sur les missions de la police islamique. C'est filmé. Et je cite ces paroles, traduites de l'arabe vers l'anglais. Ouvrez les guillemets. We do have a lot of... En effet, nous avons beaucoup de travail. Entre autres, des patrouilles en ville et le fait de corriger des actes inacceptables. Tout type d'acte répréhensible qui a été proscrit. Nous corrigeons des actes consistant à boire de l'alcool, à fumer, ou pour les femmes à se parer ou à s'embellir. Et d'autres actes de ce type. À Tombouctou, seule une main a été tranchée et seul un tueur a été exécuté. Et puis, 2 ou 3 auteurs d'actes ont été flagellés. Je vais passer maintenant un court extrait de ses propos en arabe qui évoque notamment l'exécution à mort, la mutilation et la flagellation pour usage d'alcool ou adultère. Ça correspond aux items 58, 59 et 60 sur la liste que nous avons circulée. Je n'ai pas besoin de traduction puisque c'est ce que je viens de dire à l'instant.
في تيمبتسكو تم قطع يد واحد فقط. تم قطع يد واحد وتم قتل قاتل واحد وتم جلد زونات 2 ولا 3 على ما أظن وتم جلد الخمارين. Clairement, Monsieur le Président et même les juges, c'est Alassane à l'image. Le rapport du témoin P0655, expert en identification de la voix, permet d'affirmer que c'est bien la voix d'Alassane. Il ressort 4 choses des propos de l'accusé. Le ciblage de la population et des femmes, la banalisation de la violence, l'adhésion à la violence et la reconnaissance de son implication dans la mise en œuvre des nouvelles règles et interdits imposés par Ansardine et AQMI. Un peu plus loin dans la vidéo, Alassane conclut ses propos en rigolant avec son interlocuteur. C'est clair, c'est sans complexe. Alassane adhère clairement au dessein d'Ansardine et d'AQMI d'établir leur pouvoir et contrôle sur la population et d'imposer leur vision idéologique et religieuse, en particulier sur les femmes. Mais revenons un peu en arrière, si vous voulez bien, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Cela fait des années qu'AQMI est présent au Nord-Mali, s'emploie à s'intégrer dans la population et attend son heure. Pour sa part, Ansardine a été créé fin 2012 par Eyad Agrali. Eyad Agrali est membre d'AQMI. Et au cours d'un prêche enregistré en 2012, il proclame, je cite, ouvrez les guillemets, « Nous partageons tout avec Al-Qaïda. Nous partageons la religion, nous partageons la même approche, nous partageons la doctrine, nous partageons tout, la doctrine, le combat, la foi. » Fin de citation. Ansardine n'est en fait qu'un proxy d'AQMI, un paravent avec un passé vierge et une origine malienne plus acceptable pour les populations. L'histoire va donner à ces groupes l'opportunité d'une offensive éclair. Ansardine, AQMI et d'autres groupes armés comme le Moudjao et le MNLA vont prendre le contrôle du Nord-Mali en moins de 3 mois. C'est que la chute du colonel Kadhafi en 2011 rebat les cartes au Sahel. Elle entraîne le retour de nombreux combattants touaregs de la Libye vers le Mali. Elle occasionne aussi un afflux massif d'armes sur le sol malien. Autrement dit, Monsieur le Président, Mesdames les juges, un apport d'hommes aguerris et des moyens matériels. Une première attaque est menée par le MNLA le 17 janvier 2012 contre le camp militaire de l'armée malienne situé à Ménaka. Mais l'action choc, celle qui va ébranler l'armée malienne, c'est l'attaque lancée le 18 janvier 2012 contre le camp d'Aguelok, tout au nord du pays,
non loin de la frontière algérienne. Ansardine et Hakmi font le siège de ce camp pendant 7 longues journées. Iyad Aggali dirige les opérations sur place. Les soldats maliens opposent une résistance forte. Mais le 24 janvier 2012, après une semaine, ils sont à court de munitions. Le camp tombe. Une centaine de soldats maliens ont été tués, dont 20 à 30 prisonniers de guerre froidement exécutés par Ansardine et Hakmi. Le capitaine Sékou Traoré, qui a mené la résistance du camp, fait partie des prisonniers assassinés. Le message véhiculé par ces meurtres est sans ambiguïté. L'armée malienne est ébranlée. L'avancée d'Hakmi, d'Ansardine et du Moudjahou paraît inéluctable. La situation est fébrile à Bamako et le 21 mars 2012, un coup d'État renverse le président Amadou Toumani Touré. Cela a pour effet d'accélérer l'avancée des groupes armés, particulièrement dans le nord du pays. Ainsi, Kidal tombe le 30 mars 2012, Iyad Agrali et Abou Zaïd d'Hakmi sont sur place à la manœuvre. Gao tombe pour sa part le 31 mars 2012 dans les mains du Moudjahou. Ils y décapitent un lieutenant de l'armée malienne. Sa tête est accrochée en place publique. La panique s'accroît dans les rangs de l'armée malienne. À Tombouctou, nulle surprise. Les militaires maliens préfèrent céder à l'ultimatum qui leur est posé. Ils quittent la ville pour Diabali, vers le sud du pays. Le 1er avril 2012, une milice appelée Milice arabe, puis le MNLA, rentrent tour à tour dans Tombouctou. Ils s'adonnent à des pillages. Ansardine et Hakmi attendent non loin de là. Contrairement à ce que dit la défense, Monsieur le Président, Mesdames les juges, Ansardine et Hakmi ne viennent pas à Tombouctou pour sauver la population du désordre et des pillages. Ils veulent tout simplement conquérir le pouvoir au Mali. Et ils ne s'en cachent pas. Ce sont eux qui ont provoqué la déroute de l'armée malienne. Et ils sont bien décidés à capturer la cité des 333 saints, ville majeure et prestigieuse de l'Afrique de l'Ouest. Une ville cosmopolite, comprenant un mélange de communautés, de cultures et de religions, la majorité est de confession musulmane. Une ville où les gens sont libres de pratiquer leur religion comme ils le souhaitent. Une ville, en un mot, où ils peuvent exercer leurs droits fondamentaux
et leurs traditions, conformément à la constitution laïque malienne. L'objectif d'Ansardine et d'AQMI, c'est d'imposer leur pouvoir et leur contrôle sur la population et d'imposer leur vision idéologique et religieuse sur tous les aspects de la vie en société. Je dis bien tous les aspects de la vie en société, en particulier concernant les femmes. Et pour y parvenir, peu importe les moyens qu'ils doivent y mettre. Aussi bien, un peu plus tard, dans la journée du 1er avril, ou en tout cas le 2 avril 2012, les groupes armés Ansardine et AQMI pénètrent en ville. Permettez-moi, Monsieur le Président, Mesdames les juges, de vous remontrer des images qu'on a vues au cours de ce procès, mais qui illustrent ce que signifie l'entrée d'Ansardine et AQMI dans Tombouctou avec armes et bagages. Je vais vous montrer 2 images successives qui sont tirées de l'item 36 sur la liste des exhibits et qui montrent le convoi d'Ansardine passer devant la grande mosquée emblématique de Tombouctou, la mosquée Djingar Hébert, y compris avec des véhicules blindés. Vous voyez cette première image avec le drapeau d'AQMI qui flotte sur le premier véhicule et le reste du convoi derrière. Et je vais maintenant montrer une image qui est un zoom. Et on se rend compte effectivement du genre d'équipement que possèdent Ansardine et AQMI, manifestement un véhicule blindé qui a été saisi dans un camp de l'armée malienne lors des attaques précédentes au Nord Mali. C'est ça qui rentre dans Tombouctou et cela donne le là de ce qui va se passer ensuite. Et quand je dis « c'est ça qui rentre dans Tombouctou », de qui s'agit-il exactement? Il y a Agrali et ses acolytes. Abou Zaïd, émir du bataillon Tarek Ibn Ziyad, avec ce bataillon. Il y a Yahya Abou al-Haman, émir du bataillon Al-Fourkan, avec le dit bataillon. Il y a Abou Tala, membre éminent du bataillon Al-Fourkan, ou encore Sanda Ould Boumama, compagnon de route d'AQMI depuis des années et qui fera office de porte-parole. Et tant d'autres. À ce moment-là, Monsieur le Président, Mesdames les juges, la milice arabe que j'ai mentionnée antérieurement s'est en fait déjà retirée d'elle-même. Ansardine et AQMI chassent le MNLA qui se retranche à l'aéroport situé à quelques kilomètres de la ville. Ansardine et AQMI vont dès lors occuper Tombouctou pendant 10 longs mois interminables, jusqu'en janvier 2013, quand les forces françaises et maliennes libéreront la ville.
Mais pour l'heure, Monsieur le Président, Mesdames les juges, ce sont eux les nouveaux maîtres de la cité des 333 saints. Ils sont convenus que toute décision ou action sera annoncée au nom d'Ansardine. Je vous renvoie sur ce point notamment au témoin P0004. C'est qu'il leur faut paraître local. Dans cet esprit, Ansardine et ACMI s'adjoignent aussi très vite les services de Tombouctiens de souche, comme Ouka Ouka, Almadi alias Abou Tourab, Mohamed Moussa et Alassane, l'accusé, lequel sera lié à eux et va exercer un rôle conséquent dans la répression brutale qui s'abat sur la ville et ses habitants. Dès le début, Monsieur le Président, Mesdames les juges, le ton est donné. Iyad al-Rali a pris ses quartiers au camp militaire abandonné par la même malienne. Une vingtaine de Tombouctiens s'y rendent pour l'y rencontrer. Le témoin P0125 en fait partie. Iyad leur dit, je cite, ouvrez les guillemets, que c'est lui le chef maintenant et que son groupe Ansardine est en charge de la ville, qu'ils sont venus pour instaurer l'islam, que celui qui vit dans le respect de ce qui est dit dans le Coran n'aura pas de problème avec lui, les autres auront des problèmes avec lui et son groupe. Fin de citation. C'est que Iyad al-Rali considère les Tombouctiens et les Tombouctiennes comme n'étant pas de vrais musulmans, comme n'étant pas des pratiquants. On parle là de la cité des 333 saints, qui a eu un rôle majeur dans l'expansion de l'islam en Afrique. Dans un de ses discours de mai 2012, Iyad al-Rali montre qu'il perçoit les Tombouctiens comme des mécréants qui avaient besoin, je cite, ouvrez les guillemets, d'apprendre leur religion, fermez les guillemets. Le témoin de la défense D0202 a renchéri. D202 a témoigné que les locaux, je cite, je vois que le transcript marque pas d'interprétation, donc je ne sais pas où ça s'est arrêté, je recommence à tout hasard. Le témoin de la défense D0202 a témoigné, je cite, ouvrez les guillemets, que les Tombouctiens se disent musulmans, mais leur comportement disait le contraire. Fin de citation. Il précise, s'agissant des femmes, je cite, « Le corps d'une femme ne peut pas être montré à l'exception du visage et des mains. » Fin de citation. Ça résume tout. On voit les fondements de la persécution religieuse et de la persécution contre les femmes
qui va s'exercer inlassablement au cours des mois. Une avalanche, il n'y a pas d'autre mot, de nouvelles règles et interdits religieux s'abat en effet sur les habitants et les habitantes de Tombouctou, dont tous les aspects de la vie publique et privée sont touchés. Le témoin P0547 que vous avez entendu déclare ainsi, ouvrez les guillemets, « Après l'arrivée des islamistes, Tombouctou a complètement changé. » Fermez les guillemets. Le témoin P0638 que vous avez également entendu dans cette salle dit en substance la même chose, Monsieur le Président. Et le témoin P0114, qui a également témoigné, précise que du jour au lendemain, tout est devenu, je cite, haram, illicite, interdit. Fin de citation. On a là, Monsieur le Président, Mesdames les juges, une véritable campagne, une attaque généralisée et systématique contre la population, violant les droits et libertés fondamentaux des habitants pour des motifs religieux et basés sur l'appartenance à un genre. Ainsi, les femmes doivent se voiler. La mixité est interdite en ville comme à l'école. Les écoles non religieuses sont fermées. La population ne peut plus se recueillir au mausolée des saints musulmans, qui leur sont si chers, et dont une partie est du reste démolie et rasée jusqu'au sol. Les habitants ne peuvent plus porter d'amulettes ou de talismans. Ni pratiquer certains rituels coutumiers. Les cérémonies, ainsi que les fêtes et événements culturels, civils ou religieux, sont interdits, telle la fête du Maouloud. Les Tombouctiens et les Tombouctiennes ne peuvent plus danser ni écouter de la musique. Les représentations des visages humains sur les peintures ou les publicités sont vandalisées et effacées. Les hommes et les femmes ne peuvent plus s'habiller comme ils le veulent. L'alcool et les cigarettes sont bannis. Regarder la télévision est également interdit. Les antennes paraboliques sont simplement confisquées. Ansardine et Acme dictent aussi la manière dont les prières doivent être conduites à la mosquée. Les cultes, comme le christianisme ou le judaïsme, sont interdits. Les magasins doivent fermer le vendredi. Les bracelets sont interdits même pour les enfants. Et j'en passe. Au total, on le voit, les Tombouctiennes et les Tombouctiens ne peuvent plus rien faire.
c'est que la violation de ces règles est très brutalement réprimée. Les propos d'Iyad Agrali l'annonçaient. Ses complices le revendiquent très clairement, sans se cacher. Dans une interview publiée le 1er juin 2012, Sanda Ould Boumama, que j'ai évoqué précédemment, déclare, je cite, ouvrez les guillemets, « Je sais qu'on va couper des mains, mais on va aussi couper des têtes si Charia nous dit ça. Donc, on n'a pas de complexe de ça. » Fin de citation. L'usage de l'intimidation et de la violence devient la règle. Arrestation, détention, coups et autres punitions corporelles, telles des flagellations. 20 à 40 coups de fouet si une femme est trouvée en compagnie d'un homme. Alassane, l'accusé, qui est un rouage important du système de répression mis en place, reconnaît lui-même que ces sanctions sont nouvelles. Il a déclaré aux enquêteurs du bureau du procureur, je cite, ouvrez les guillemets, « Ces punitions, les habitants ne les connaissaient pas. C'est la première fois qu'ils les voient. C'est plus fort qu'eux. Ils ne pouvaient rien faire. Tout le monde craignait, avait peur du mot djihadiste. Il craignait la punition. » Fin de citation. Tout est dit. Enfin, pas tout à fait. Car Ansardine et Hakmi n'hésitent pas à utiliser la torture pour extorquer des aveux aux Tombouctiens arrêtés pour tel ou tel motif ou prétexte. J'ouvre un très rapide point de droit, une parenthèse, sur la question de l'application des nouvelles règles et interdits. Je serai court, rassurez-vous. Le fait que les membres d'Ansardine et d'Hakmi respecteraient des règles similaires à celles qu'ils imposent à la population de manière coercitive par la menace et la violence, cela n'est pas pertinent. La persécution n'exige pas que les auteurs et les victimes opèrent selon des règles différentes. Elle exige que les auteurs privent gravement les victimes de leurs droits fondamentaux, tout en les ciblant pour un motif discriminatoire interdit en raison de leur identité en tant que groupe. C'est cela qui est pertinent, et l'usage de la force, de la menace et de la violence qui est le dénominateur commun de l'action d'Ansardine et d'Hakmi à Tombouctou pendant ces 10 mois. La réalité, c'est qu'Ansardine et Hakmi sont suréquipés et se font un point d'honneur de le montrer. Ils paradent tous les jours en ville, à bord de leur pick-up. Ils exhibent leurs armes de guerre, ils exhibent leurs cartouches en bandoulière. Un témoin a souligné devant vous, je cite, ouvrez les guillemets, « La ville en ruine est livrée aux exactions de la nébuleuse islamique. »
Tombouctou est gagné par la peur, à laquelle se sont greffées la misère et la précarité. Le témoin P0654 que vous avez entendu confirme: la panique a gagné la population. La peur, c'est le leitmotiv. La peur générée par les occupants, Sardine et AQMI, comme moyen de contrôle et de pouvoir pour imposer leur vision. Alors, concrètement, pendant les premières semaines d'avril, c'est Abou Talha, du bataillon Al-Fourqan, qui est l'un des bras armés visibles d'Ansardine et d'AQMI à Tombouctou, pour imposer les nouvelles règles. Il quadrille la cité avec ses hommes. C'est là, dès le début de l'occupation, la mise en place de la persécution pour motifs religieux et sexistes, en droite ligne avec les propos tenus par Iyad Akrali. Abou Talha et d'autres, tels Abou Dar, font les premiers exemples répercutés dans les médias. Ils détruisent les bars. Vous avez une vidéo de France 2 qui le montre. Des statuettes sont brisées. Vous avez là encore une vidéo au dossier. Les cigarettes sont brûlées. Vous avez plusieurs vidéos qui l'illustrent. Les femmes sont obligées de se couvrir. Dans le même temps, d'autres éléments d'Ansardine et d'AQMI portent les premières dégradations sur les mausolées du cimetière Sidi Mahmoud, au nord-est de la ville, ainsi que sur le monument Al-Farouk, au centre de Tombouctou. Cependant que d'autres, encore, s'adonnent au pillage systématique des biens publics. C'est là précisément qu'on retrouve, Monsieur le Président, Mesdames les juges, l'accusé Alassane. Il a rejoint Ansardine et AQMI dès avril 2012, après la prise de la ville. Oh, il n'a pas perdu de temps. Et il travaille précisément pour Abou Talha. Cela ressort de plusieurs éléments de preuve, dont une interview d'Alassane lui-même, à l'époque, et la déposition de 4 témoins. Alassane a donné une interview le 5 octobre 2012. Il est aux alentours de midi. Il est à l'intérieur du gouvernorat. Il tient un walkie-talkie dans les mains. Il a l'air parfaitement décontracté. L'interview est filmée. Et que dit-il, l'accusé, à ce moment-là? Il évoque le début de l'occupation et il déclare, je cite, ouvrez les guillemets, « Si vous étiez venus les premiers jours, on ne dormait qu'1 heure ou 2 par nuit et nos voitures, on remplissait la voiture d'essence le matin et le soir, elle était déjà vide. » Fin de citation. Je vous passe l'extrait, sans traduction, c'est ce que je viens de dire, et Alassane parle ici en arabe, ça correspond
au document 4 de ma liste. الأيام الأولى كان جيت هون، الأيام الأولى ما نرقد إلا ساعة ساعتين في الليل. لا سياراتنا تعبي سيارة تعبيها وقود من الصباح في الليل تلقاها فارغة. C'est donc très clair. Alassane a rejoint la coalition Ansardine-AQMI dès, je cite, les premiers jours. Passons maintenant, si vous voulez bien, aux 4 témoins que j'ai évoqués. Il s'agit du témoin D0544, un témoin appelé par la défense elle-même, et de 3 témoins appelés par le bureau du procureur, dont P0638 et P-1086. Premièrement, D0544 qui est appelé par la défense. Il connaît très bien Alassane. Environ 2 semaines après l'arrivée d'Ansardine et AQMI, D544 a vu Alassane à Tombouctou en train de commander des individus armés qui s'adonnaient à des pillages. Deuxièmement, un témoin appelé par le bureau du procureur corrobore les propos des 544. Ce témoin connaît bien Alassane lui aussi. Il l'a vu au cours de la dernière semaine d'avril 2012 à la Banque malienne de solidarité travailler pour Abou Thala. Justement, ce témoin précise que Thala se repose sur Alassane pour l'identification des biens publics destinés au pillage. Je rappelle que selon la thèse de la défense, Ansardine et AQMI étaient venus mettre fin au pillage en ville. Les faits parlent d'eux-mêmes. Troisièmement, le témoin P638, lui aussi connaît bien Alassane. Il a vu ce dernier en avril 2012 à la Banque malienne de solidarité. Au passage, je peux dire que 638 est parfaitement crédible sur ça comme sur le reste. Et D243, avec qui il ne vivait pas, n'avait aucune raison de savoir ce que P638 faisait ou non à cette époque. Une courte référence, T120, FRA, page 27, ligne 22-24. T120. Non, 210, oui. Je passe à mon 4e et dernier témoin sur ce point, P1086. Lui aussi, il connaît tout autant Alassane. Et lui aussi a vu Alassane en avril 2012 devant un bâtiment qui correspond à la BMS. La Banque malienne de solidarité, la BMS, située dans le quartier Badinje. C'est alors un des nouveaux lieux de pouvoir des groupes d'occupation Ansardine et AQMI. À ce moment-là, en avril 2012, c'est le siège d'Abou Thala. Il y a un bureau. Mais la BMS devient vite le siège de la toute nouvelle police islamique. Très rapidement, en effet, fin avril, début mai, Ansardine et AQMI créent des organes chargés de les aider à imposer par la force leur vision idéologique et religieuse, et soyons clairs, à persécuter les habitants, tout particulièrement les femmes. Tout en haut, ils mettent en place la présidente, une sorte de triumvirat avec Abou Zaïd, le gouverneur, entre guillemets,
nommé par Iyad Agrali, avec Yahya Abou al-Haman, chef du bataillon Al-Furqan, et Abdallah al-Chingheti, un prêcheur d'Aqmi qui fait aussi partie du bataillon Al-Furqan, dont il prendra le commandement en septembre 2012. Surtout, Ansardine et Aqmi créent un bureau de médias, un tribunal, une brigade des mœurs, ou ESBA, et bien sûr la police islamique. Tous agissent ensemble de manière coordonnée. Laissez-moi me concentrer, Monsieur le Président et Mesdames les juges, sur cette police islamique. Elle est mise en place dès fin avril, début mai 2012. De mai à août 2012, elle prend ses quartiers à la BMS, dont elle partage les locaux avec Abu Talha. Elle y dispose notamment de cellules de détention. Puis, après le Ramadan, vers la mi-août 2012, la police islamique déménage dans le quartier administratif, et plus précisément au gouvernorat. Le gouvernorat, comme chacun sait, est le bâtiment administratif le plus imposant de la ville. C'est dire l'importance de la police que la défense cherche à tout prix à dépeindre comme un organe secondaire. Mais tout le dossier prouve le contraire. Car la police islamique est bien l'un des organes majeurs de la répression à Tombouctou. Elle est forte d'une quarantaine d'hommes dans la ville. Ils sont reconnaissables par leur veste bleue, sur laquelle sont marqués les mots « police islamique » en français comme en arabe. Ils sont armés de kalachnikov, dont on n'a pas connaissance qu'il s'agit d'une arme de police. La police islamique est partout. Elle patrouille jour et nuit, en voiture, en moto ou à pied. Et je vais vous montrer une image que vous avez déjà vue, mais qui illustre pleinement à quoi ressemblaient ces patrouilles. Il s'agit d'une capture d'écran et on voit 2 policiers debout sur un pick-up avec leur veste, le drapeau noir d'Aqmi, et le policier à gauche a visiblement une kalachnikov sur la poitrine. Il s'agit de capture d'écran tirée du document 36 de la liste. On voit donc ces 2 individus avec la veste de la police islamique telle qu'indiquée sur leur veste, comme je l'ai indiqué, et qui circulent avec armes de guerre en plein milieu de la population civile. Car la police fait la chasse à tous ceux qui enfreignent des nouvelles règles, en ce compris la convention du convenable et l'interdiction du blâmable. C'est Alassane lui-même qui le dit aux enquêteurs du bureau du procureur. Je cite ses propos, ouvrez les guillemets, « La convention du convenable et l'interdiction du blâmable, c'est, dit-il, le travail de tout le monde. » Fin de citation. Une femme qui parla des hommes, portait des amulettes, fumait une cigarette, pratiquait la magie, les relations en mariage, etc. Tout expose maintenant la population à des représailles et des sévices.
La police islamique circule donc et arrête les habitants qui enfreignent ces nouveaux interdits. La police islamique emprisonne. La police islamique torture pour obtenir des aveux. La police islamique établit des rapports d'enquête. La police islamique applique de sa propre initiative des châtiments appelés tazir. Le témoin P582, qui est de la police, a très clairement dit que les tazirs, ou petites charias dans ses propos, étaient exécutés dans la cour de la police devant, je cite, ouvrez les guillemets, les responsables de la police, Khaled et Al-Hassan. Vous trouvez ça à 0062-3872-R02, ligne 234-238. Pour sa part, Al-Hassan a déclaré que des tazirs de 10 à 20 coups de fouet arrivaient, je cite, tout le temps à la police. Fin de citation. Et Al-Hassan précise qu'il y avait une liste établie par Abu Zaïd avec, je cite, ouvrez les guillemets, c'est écrit dessus, par exemple, le fumeur, à côté, juste à côté, 10 coups de fouet. Ou bien, quand la police ne punit pas elle-même, elle livre les personnes au tribunal islamique qui violent à répétition les droits processuels les plus fondamentaux. La police islamique exécute ensuite en place publique les sévices et châtiments prononcés par le tribunal à grand renfort de publicité pour bien terroriser la population. L'objectif, c'est de rabaisser et de soumettre. On l'a recompris, la police islamique a un rôle majeur dans la persécution qui s'est abattue sur la ville. Et comme souvent, on voit l'accusé Al-Hassan à la manœuvre. La Chambre se souvient de cette vidéo où l'on voit Al-Hassan donner des coups de fouet à 2 hommes ayant consommé de l'alcool. C'est le 8 juillet 2012. On est au marché près de la BMS. Al-Hassan porte un pantalon de camouflage militaire. Le témoin P653, expert en identification faciale, a confirmé avec un niveau de confidentialité élevé qu'il s'agit bien d'Al-Hassan sur la vidéo. Al-Hassan est entouré d'hommes de la police islamique avec leurs gilets et leurs armes. Il a en main le fouet ainsi que les clés des menottes des 2 victimes. Chacun peut en tirer les conclusions qui s'imposent en termes de leadership. Les 2 victimes, un peu hagardes, manifestement ne semblent pas réaliser ce qui leur arrive. Aucun jugement n'est lu. C'est visiblement un tazir prononcé arbitrairement par la police. Al-Hassan et son acolyte Abu Dar donnent tour à tour, je devrais dire, font pleuvoir 40 coups de fouet à chacun des 2 suppliciés.
ces derniers se tordent de douleur. C'est l'item 6 de la liste. Et vous pouvez voir Alassane qui frappe cette personne. Les images parlent d'elles-mêmes sur la violence exercée par Alassane sur cet individu. Pour mémoire, je rappelle qu'un témoin de l'accusation a expliqué que pour les membres d'Ansardine et d'AQMI, participer à ces sévices, ces sanctions, leur donne un bénéfice religieux et ils en sont fiers. C'est cela, Tombouctou en 2012. Une violence du quotidien, fondée sur la volonté de contrôle d'Ansardine et d'AQMI et leur vision idéologique et religieuse. Un notable souligne, je cite, ouvrez les guillemets, « Toutes les populations étaient terrées dans leurs maisons, de peur d'être réprimées, de peur d'être humiliées, de peur d'être brutalisées, de peur d'être violentées. » Avec cet extrait vidéo, Monsieur le Président, Mesdames les juges, je me suis laissé entraîner un peu vite au mois de juillet 2012. Et permettez-moi de reprendre les choses chronologiquement, si vous le voulez bien. Je disais donc qu'en avril 2012, Alassane travaille avec Abu Talha. Mais dès fin avril, début mai 2012, en réalité, dès le moment où la police islamique est créée, Alassane intègre la police islamique. Et il devient très vite omniprésent et incontournable dans la police islamique. La preuve est abondante. On a des données téléphoniques, des témoignages, des rapports de police, des notes personnelles, des rapports du comité de crise qui représentent les habitants de la ville, des vidéos, des expertises. Les données téléphoniques montrent des contacts réguliers dès le 30 avril 2012 entre Alassane et Hadama, premier émir de la police islamique. Le témoin P0641 indique pour sa part très clairement qu'Alassane était actif dans les premiers jours de la mise en place de la police islamique à la BMS. On a aussi 2 documents trouvés à l'hôtel La Maison par le témoin P0007. Ces 2 documents prouvent qu'Alassane faisait partie de la police islamique au plus tard le 7 mai 2012. Le premier document porte sur la mort d'une femme enceinte sur qui des gens ont jeté des pierres. Il est manuscrit,
Il porte le tampon de la police islamique. Alassane a admis que c'était son écriture. Et au dos, on voit que cette affaire est renvoyée au tribunal islamique. Le second document est justement le registre du tribunal. Une page de ce registre fait référence au cas du meurtre d'une femme enceinte. La page d'à côté porte la date du 7 mai 2012. Par ailleurs, le témoin P0114 a vu Alassane le 19 mai 2012 à la BMS. Alassane était alors en train d'interroger un individu. P114 précise qu'Alassane a ensuite ordonné à un policier de menotter l'individu en question et de l'enfermer. Il n'y a aucun doute que l'accusé a rejoint la police islamique dès ses débuts. Deux autres exemples de juin 2012 l'illustrent encore, si besoin était. Une vidéo filmée vers le 11 juin 2012 montre Alassane dans un bureau à la BMS. Pour ceux qui connaissent les lieux, c'est dans le coin nord-est du bâtiment. Alassane règle alors un problème d'armes entre deux individus. Il a reconnu que c'était lui à l'écran. Le témoin P0065 l'a aussi identifié. Alassane apparaît clairement dans une position d'autorité. Je vais juste vous montrer une capture d'écran qui correspond à l'item 82 de notre liste. Et vous voyez Alassane dans le bureau de la BMS qui mène la discussion. Les armes dont je parlais sont sur la table devant lui. Et il dispose, on le voit, d'un talkie-walkie pour le reste de ses activités. Il est sur la table à droite. Et puis, en juin 2012, il y a la flagellation pour adultère du 20 juin, qui est le premier exemple d'exécution publique d'une peine de houdoud prononcée par le tribunal. L'homme et la femme reçoivent chacun 100 coups de fouet. Ils sont frappés, humiliés devant tout le monde. Ansardine et Hakmi étalent leurs forces et cherchent par ce châtiment à intimider la population. Il leur faut faire un coup médiatique qui frappe les gens dans leur imagination et dans leur cœur. Cela fait le tour des réseaux sociaux. On retrouve cet incident dans un reportage sur la chaîne télévisée France 2. Je vais vous montrer, pour commencer, une capture d'écran qui illustre le dispositif de sécurité mis en place par Ansardine et Hakmi à ce moment-là. Et ça correspond au document 33 de votre liste. On voit qu'Ansardine et Hakmi n'hésitent pas à sécuriser la place Sankoré où la peine est exécutée avec des lourdes armes de guerre placées sur des pick-up. C'est ça, ce que voient les habitants au quotidien. Et cela ne les rassure évidemment pas. Lors de cet événement,
on voit Alassane à plusieurs reprises. Notamment, au début, il lève la main car il ne veut pas être filmé. On comprend maintenant pourquoi. Et voici une capture d'écran tirée du même reportage de la chaîne France 2 qui le montre. On le voit avec la veste de la police islamique et la main levée. Puis, Alassane est tout près des victimes quand elles reçoivent les coups en gémissant. Et je vais vous passer un extrait de ce reportage, assez bref, mais qui illustre les choses. Arrête! Arrête! Ne l'écoute pas, continue. Arrête! Arrête! Et vous voyez que sur la vidéo, Alassane est là, tenant un téléphone, tout près de la victime, qui est en train de demander pitié et qu'on l'arrête. C'est très clair, il fait partie du groupe de policiers islamiques en train d'assurer l'exécution de la peine. Je me permets de retirer cette vidéo. La réalité, Monsieur le Président, Mesdames les juges, c'est qu'Alassane a un rôle central dans la police islamique. Certes, il ne fait pas tout. Il y a Adama, le premier chef de la police islamique de mai 2012 jusque vers juin, juillet, août. Puis il y a Khaled, le second chef de la police islamique de juillet-août 2012 jusque vers décembre 2012. Il y a aussi le dénommé Abou Dar, qui semble chapeauter les policiers islamiques d'ethnie Bambara. Mais toute la preuve montre qu'Alassane est un personnage clé de la police islamique. Il est du reste décrit par de nombreux témoins comme l'adjoint du chef de la police. Je fais par exemple référence à P4, à P99, à P114 et mutatis mutandis à P582. Certains témoins, appelés par la défense elle-même, le disent aussi que Alassane est l'adjoint du chef de la police. Et je fais référence à D0093. En fait, Alassane est le pilier permanent de la police. Il est celui qui sera toujours là de mai 2012 à janvier 2013, quels que soient les changements de chef. Il est celui qui assure le fonctionnement et la continuité de la police au quotidien. Et ce, à la fois sur le plan du fonctionnement interne, en évaluant par exemple les nouvelles recrues comme P582, mais aussi s'agissant de maintenir l'ordre dans la rue, comme on le verra ensuite, et surtout s'agissant de réprimer les violations aux nouvelles règles. Il faut bien dire, Monsieur le Président, Mesdames les juges, qu'il est un des rares au sein de la police islamique à bien connaître la ville et ses habitants et à maîtriser les langues locales. Je vois l'heure, Monsieur le Président, je pense que ça serait un bon moment pour la pause qui s'amène inévitablement, et je reprendrai après si la Chambre le veut bien.
Vous avez parfaitement raison, Monsieur Dutertre. La Chambre vous remercie pour votre brillant exposé. Comme d'habitude, nous allons nous interrompre pour notre pause, mais en principe, la pause est de 30 minutes, mais maintenant nous allons la prendre en 45 minutes et nous reprendrons à 11h45 à la demande du bureau du procureur, parce que M. le procureur adjoint a une obligation, il doit recevoir une délégation étrangère. Nous allons donc reprendre à 11h45. L'audience est suspendue. All rise, veuillez vous lever.